Imagine there's no heaven. Imagine there's no lonely people. Imagine there's no lonely people. Imagine there's no lonely people. Imagine there's no today. Look at all the people. Look at all the lonely people. Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce stream, bienvenue sur la chaîne de Yannick Jadot. Ce soir, l'idée c'est d'échanger avec Yannick Jadot, qui est un grand amateur de foot, de Kir charentais et de western. Donc on a plein de temps pour discuter de tout ça, mais last but not least, tu es candidat à l'élection présidentielle, Yannick. Et on a plein de temps devant nous pour en discuter. Exactement. Alors bonsoir à Zapozipak, à JP Nao 13, Kacha 44, Lomé Nicolas, Oulaine, Roger Soleil. Donc il y a pas mal de monde qui sont là pour cette première. On ne s'est pas présenté. Non. Alors moi Pas je suis encore. Dolores Baquela, je suis journaliste. Et moi, je m'appelle Alice Timsit et je suis élue à Paris. Je suis également en charge de la mobilisation de la campagne jeune pour Yannick Jadot. Et puis, accessoirement, je finis une thèse depuis que je l'ai commencée. Mais c'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est l'élection présidentielle. Yannick Jadot, ton engagement, ton parcours. L'idée, c'est de se connaître un peu mieux parce que tout le monde ne te connaît pas. Et on avait envie de te poser quelques questions avec Dolores à ce sujet avant de commencer à prendre les questions du chat C'est qui ça. commencent Super. déjà à défiler. Super, bonsoir. Bonsoir. Alors du coup, on a au moins un point commun, nous trois, c'est que c'est notre première fois sur Twitch. Donc c'est un sacré baptême du feu. On va être ensemble environ 1h, 1h30, et donc il faut faire chauffer les questions. Du coup, l'idée, c'est de te permettre de parler de toi, de connaître un peu mieux l'homme derrière la politique, et si ça te va, évidemment. Donc voilà, on peut commencer Oui. peut-être. Ouais. Pour débuter, on a 2-3 photos à te montrer pour que tu nous racontes un peu ton parcours. Dolores, je te laisse lancer C'est la ça. première photo. Alors, avant de peut-être parler de la première Ouais. photo, peut-être parce que ton engagement il vient de loin, Oui. est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y avait comme poster dans ta chambre quand tu étais tout Ah. petit? J'avais des posters de foot, je reconnais, j'adorais le foot. Et j'avais le poster de Rocheteau, Ok. qui était l'ailier droit de Saint-Étienne dans les années 70, la grande époque. Déjà Ah, les verts. Je suis obligée de dire que je Déjà connais les pas, quoi. Verts, mais c'était la grande équipe de foot de ma jeunesse. Et à côté, l'autre grande équipe de foot, à l'échelle européenne, c'était Liverpool. Et c'était le poster de Kevin Keegan. Ça vous dit rien, Non, mais non. je peux vous dire que pour ma génération, ces deux joueurs de foot, c'était magique. Deux clubs qui sont aussi des clubs de ville ouvrière. C'était une histoire du foot à l'époque où la responsabilité principale d'un joueur de foot, c'était de respecter son public, de se donner à fond, parce que pour chaque supporter qui allait voir le match, il payait un ticket, et c'était le respect absolu du supporter. Et tu avais pu Tout aller les donné. voir jouer. Enfin, Et malheureusement non, parce que Non. moi je viens de Picardie, donc Saint-Étienne, c'est pas ma région. Oui. Mais c'était les retransmissions des matchs à la télé, c'était la Coupe d'Europe. Et donc je suis resté fidèle à Saint-Étienne, même si en ce moment c'est un peu compliqué pour Saint-Étienne. Et le foot, c'est toujours. T'as toujours un intérêt pour Ouais. le foot. Ouais. Et j'ai un gros problème la semaine prochaine. Ah, c'est lequel? Dis-nous C'est tout que je vais avoir une émission politique le soir du match. du match PSG Real. Et ça vraiment, Malheur. c'est pas C'est cool. toi. Ça, c'est pas cool, mais bon, voilà. L'élection présidentielle, c'est important aussi. Engagement toujours. Évidemment. Ouais. Alors la première photo qu'on peut montrer peut-être. Ouais. Oui. Voilà. Donc cette photo, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu peux nous dire où c'était? Alors, je suis au Bangladesh. J'ai déjà vécu avant 2 ans au Burkina Faso. D'accord. Et là, je suis au Bangladesh. Et en fait, on est en 1994. Et là, c'est déjà les premiers camps de Rohingyas au Bangladesh. Ok. Vous entendez souvent parler des Rohingyas qui ont été persécutés par le régime birman. Ils sont toujours persécutés par le régime birman. Et les premiers camps de réfugiés Rohingyas au Bangladesh, ça date déjà depuis maintenant près de 30 ans. Ça fait 30 ans qu'il y a des gens qui vivent dans des camps de réfugiés. C'est terrible
le régime birman, et puis évidemment la vie de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants qui sont devenus adultes, mais qui n'ont probablement toujours pas de patrie, toujours pas de terre où vivre et s'épanouir. Et tu y es resté combien de temps? 2 ans au Bangladesh. 2 ans. Alors là, je m'occupais avec des collègues de ces camps de Rohingyas, mais le gros de mon activité, c'était de soutenir tous les programmes de lutte contre la misère pour les femmes. Vous savez, ce qu'on appelle le microcrédit. Il y a une ONG qui est très connue qui s'appelle Grameen Bank, Oui. qui a un peu inventé le microcrédit avec le docteur Yunus. Et mon travail, c'était de faciliter le financement de ces associations. C'est des associations énormes, hein. C'est des millions de bénéficiaires. Mais ce n'était pas simplement aider les femmes à sortir de la misère en leur donnant une activité économique, c'était aussi renforcer leurs droits parce que le statut des femmes au Bangladesh est très très dur, hein. C'est l'idée quand même qu'on se marie, même si c'est interdit, il faut payer la dot. Et qu'une fois qu'on est marié, on reste à la maison et on ne rencontre que la belle famille. Oui. Donc là, l'idée, c'est qu'elles aient une activité économique pour qu'elles deviennent autonomes, qu'elles puissent revendiquer leurs droits. Et dans ce soutien-là, il y a aussi le soutien pour qu'elles puissent envoyer les enfants, et notamment les petites filles, à l'école, parce qu'on sait que la clé du développement partout, c'est les filles à l'école. Une fois qu'on commence à avoir les filles à l'école, l'éducation, l'affirmation, les activités économiques, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Oui, récemment, il y a une actualité avec le Burkina Faso. Tu disais que tu y étais juste J'ai avant. vécu, ouais. Ouais, qu'est-ce que tu faisais au Burkina? Alors au Burkina Faso, c'était juste après mes études. J'ai fait des études d'économie, des études d'économie internationale, et puis j'ai fini mes études sur les pays en développement, l'économie des pays en développement. Et puis j'avais beaucoup travaillé sur les enjeux de l'agriculture en Afrique. Mais je n'avais jamais vu de paysans africains. Donc j'ai dit, il est temps que je parte en Afrique, et je suis parti 2 ans au Burkina Faso, notamment travailler avec les paysans africains. C'était aussi le moment où, au début des années 90, il y avait la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui mettaient en place des programmes d'ajustement structurel, qui est au fond déjà la mondialisation libérale, déjà la dérégulation, la privatisation. Et donc, mon travail consistait à soutenir les paysans, justement, pour qu'ils puissent s'organiser face à cette libéralisation qui a quand même bousculé énormément les agricultures dans le monde, partout dans le monde, mais particulièrement en Afrique. Alors là, on va faire un petit saut dans le temps. Oui. Pas de beaucoup, mais Pas de beaucoup, effectivement. c'est le prochaine étape de ton engagement. C'est ça. Bon, c'est un peu marqué dessus, hein, pour le coup. Donc là, ça y est, la photo, je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Il y a du soleil, hein? Oui. Ça, c'est Greenpeace. T'as l'air Évidemment, heureux sur ça, cette photo. c'est Greenpeace. Alors, entre-temps, entre le Bangladesh et le Greenpeace, j'ai eu toute une période où j'ai participé à construire ce qu'on appelle le mouvement altermondialiste. C'était dans les années 90. C'était la lutte contre l'Organisation mondiale du commerce, un agenda de libéralisation, de mise en concurrence des salariés, avec José Bové, avec les mouvements des sans-terre au Brésil. Et puis, c'était la construction du Forum social mondial, c'est-à-dire d'une société civile internationale qui portait des revendications, des campagnes communes. Et puis après, j'entre à Greenpeace. Et là, on vient avec le Rainbow Warrior, navire emblématique de Greenpeace, on vient à Marseille pour défendre le thon rouge en Méditerranée. Oui. Parce qu'il y avait une pêche qui surexploitait le thon rouge, ultra industrialisé. Le thon rouge, vous savez, ils l'attrapent en Méditerranée, ils le mettent dans des fermes d'engraissement autour de Malte, autour de la Turquie, autour de la Grèce. C'est extrêmement polluant. Tout ça pour finir en sushi au Japon et chez nous, en détruisant ce qui est une des espèces emblématiques de la Méditerranée, le thon rouge. Et donc là, on était à Marseille pour informer, et ça a été très dur parce que tous les thoniers et seineurs sont venus pour faire le coup de poing, hein, on peut le dire comme ça. Ils nous balançaient des boulons sur les zodiacs. Mais la réalité, c'est que après cette campagne, et depuis cette campagne, eh bien, le thon rouge est de nouveau un peu protégé en Méditerranée. En tout cas, c'est une espèce qui retrouve un peu de place en Méditerranée, donc c'est la bonne nouvelle. Quand on se mobilise, ça marche. Ça marche. Quitte à prendre des boulons parfois dans la tête.
Et justement, cette espèce d'action, ces actions un peu coup de poing, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu d'adrénaline? Est-ce que ça tient Ah pas si, aussi? Ouais. ah si, quand tu es sur un zodiaque, bien sûr, il y a de l'adrénaline, il y a à la fois voilà, ce sont ce qu'on appelle des actions de désobéissance civile. Alors c'est toujours Oui. non violent, Oui. mais il y a toujours l'idée que les activistes, hein, notamment, quand ils rentrent dans une centrale nucléaire, quand ils bloquent la destruction de l'environnement, à un moment donné, il y a une forme aussi parfois d'interposition physique, presque de mise en danger au nom d'une cause qui doit toutes et tous nous réunir. Donc c'est vrai que c'est des moments très très forts, mais j'ai l'impression de mener exactement le même combat là où je suis aujourd'hui. C'est toujours les mêmes valeurs, c'est toujours les mêmes causes, mais c'est un levier différent. Quand j'étais à Greenpeace, c'est pour interpeller, c'est pour faire pression, c'est pour faire des propositions. Après, député européen, c'est pour construire les lois, et on a interdit la pêche électrique en Europe, Bien sûr. qui détruisait aussi, on a interdit la pêche en eau profonde en Europe, qui détruisait les fonds sous-marins. Donc c'est toujours au fond les mêmes combats, mais en essayant d'acquérir des capacités dans la décision publique de plus en plus puissantes, de plus en plus fortes. Il nous faut les associations, il nous faut la politique. L'un sans l'autre, ça ne marche pas de toute façon. Mais les deux ensemble, eh bien, on peut arriver à faire des choses extraordinaires, et c'est tout le sujet de la présidentielle. Et justement, alors il y a un peu aussi l'aspect qui est aussi une image qu'on n'a plus forcément de toi, c'est le côté un peu quand même désobéissance civile. C'est-à-dire qu'il faut aller justement pour faire passer des choses, pour les imposer, il faut aussi aller parfois un peu à contre-courant. Est-ce que c'est... Oui, il faut même faire des choses illégales qui deviennent après la légalité. Avec José, beaucoup d'écolos, Noël Mamère et plein d'autres, Dominique Voynet, on a arraché les OGM. On a arraché les OGM, c'était évidemment interdit. Mais aujourd'hui, on a gagné la bataille puisque c'est interdit maintenant de planter des OGM en France. Parce que ça correspondait à le souhait des citoyennes et des citoyens, l'intérêt des paysans, de la nature. Donc, à un moment donné, on peut faire des choses illégales, mais qui sont justes, Oui. qui sont légitimes. Et à partir du moment où on n'est jamais dans la destruction, hein, évidemment dans les violences, eh bien, ça peut devenir la légalité et le bon sens. Donc, c'est ça, la désobéissance civile. Alice, est-ce que... Et c'est toujours nécessaire. Bien C'est sûr. toujours nécessaire. Quand Ah oui. L214 va dans un abattoir pour filmer des choses absolument abominables, eh bien, c'est interdit de rentrer dans un abattoir, filmer des choses abominables, mais la cause est juste, elle est légitime, et heureusement, petit à petit, ça avance pas assez vite. Nous, on interdira l'élevage en cage, on sortira l'élevage industriel, cet élevage abominable pour les animaux, abominable pour les éleveurs, abominable pour ce qu'on mange, abominable pour l'environnement. Donc nous, on en sortira. Mais c'est assez éloquent ce que tu dis, parce qu'il y a une forme de complémentarité. C'est absolument pas exclusif à la fois de s'engager en politique, de porter des causes, des valeurs dans le débat public, et dans le même temps aussi voilà, sur l'espace public cette fois-ci. Et moi, je pense là à une étude qui est sortie ce matin autour des jeunes, de l'engagement des jeunes, une étude auprès de 8000 jeunes qui disait qu'ils étaient globalement désintéressés de la politique. Mais il y a un paradoxe, parce que c'est aussi la première catégorie de population à porter dans l'espace public des causes, des valeurs. On le voit, franchement, toutes les marches pour le climat, ce sont des jeunes. Les mouvements antiracistes, MeToo aussi, ça a été porté Bien par sûr. pas mal de jeunes. Donc, je ne pense pas qu'ils soient désintéressés de ça, de la chose publique. Et toi, Non, moi je crois pas. Enfin, si vous voulez, depuis ouais. l'Antiquité, il y a toujours cette idée que les jeunes sont désintéressés, qui ne respectent pas les anciens, qui ne s'engagent pas, qui ne prennent pas leurs responsabilités. Au fond, c'est souvent le langage des vieux. Qui ne reconnaissent pas à la jeunesse, ne lui font pas confiance. Et puis, finalement, c'est aussi une façon de se déresponsabiliser. Parce que les jeunes, aujourd'hui, ils font face à la menace climatique, ils sont précarisés dans leurs études, dans leur travail, dans leur vie privée, les inégalités scolaires, les files d'attente
pour aller avoir un repas gratuit. Et d'un seul coup, c'est la faute des jeunes si ceux qui ont gouverné jusque-là les ont mis dans une telle situation de précarité et d'instabilité et de menace environnementale. Non, il faut faire confiance à la jeunesse. Et au fond, une société qui n'a pas confiance dans sa jeunesse, c'est une société qui n'a pas confiance dans son avenir. Quand on veut construire un avenir, l'avenir, c'est la jeunesse. C'est notre prolongement. Parce que voilà, moi, je suis parent, donc les jeunes sont mes enfants. Et la jeunesse, c'est notre prolongement, c'est notre avenir, et donc c'est notre destin commun. Et justement, alors peut-être qu'on peut commencer. Après, il peut y avoir de la défiance vis-à-vis de la politique. Oui. Il y a de défiance parce que quand, au fond, regardons par exemple, il y a l'accord de Paris sur le climat en 2015. C'est le gouvernement Hollande. OK ? Enfin, c'est le quinquennat Hollande. Il y a l'accord de Paris des Nations Unies. Très bien, c'est un bon accord. Mais ce gouvernement n'en fera pas plus sur le climat. On a le quinquennat Macron. Inaction climatique, condamnée 2 fois par la justice, et notamment par une mobilisation, on s'en souvient tous, l'affaire du siècle, 2,3 millions de citoyens qui s'engagent, et Macron, en tant que chef de l'État et son gouvernement, condamné pour inaction climatique. Ouais. Donc, que les jeunes se disent « Waouh, il nous fait Make the Planet Great Again », il prétend sauver le climat et il fait rien, il y a un moment donné, il y a beaucoup de défiance qui s'installe vis-à-vis de la Bien politique. Et donc, nous, ce qu'on dit aux jeunes, c'est emparez-vous de cette élection parce que votre présent, votre futur en dépend. Emparez-vous de cette élection parce que c'est le climat, la biodiversité, le racisme, les violences faites aux femmes, les discriminations, le bien-être animal, tout ça qui va se jouer dans cette élection. Et puis, emparez-vous de cette élection parce que la société, c'est pas simplement les plus vieux et les plus riches qui sont ceux qui votent le plus. Oui. Finalement, c'est un peu emparez-vous de cette part de Yannick Jadot qui sommeille en vous en tant que militant, en tant que en tant que militant quand tu travaillais chez Greenpeace, etc. Et continuer à leur dire de s'engager et de porter les valeurs et les causes qu'ils défendent dans le débat public. On peut aller manifester, on peut s'engager, signer des pétitions, agir, mais n'oublions jamais la politique. La politique. Parce que la politique, vous savez, les jeunes, en Grande-Bretagne, quand il y a eu le référendum sur le Brexit, ils ne sont pas allés voter. Ils étaient pro-européens, ils ne sont pas allés voter. Qu'est-ce qui se passe? Les portes du continent européen leur sont fermées maintenant. C'est totalement dingue. Les jeunes en Pologne, ils ne sont pas allés voter. Et vous avez un gouvernement qui remet totalement en cause le droit à l'avortement. Donc voter, à un moment donné, c'est décider de sa vie, c'est décider de son avenir. Justement, si on regarde un peu les questions un peu sur le stream, il y a notamment une question, il y a quelqu'un, donc il y a Claire Le Glatin qui parle en fait, donc qui dit la question qui nous taraude en Centre-Bretagne, où nous avions perdu 80% des abeilles en 2018. Ouais. Donc elle pose la question de qu'en sera-t-il de l'interdiction des néonicotinoïdes et réglementation autour de l'usage du glyphosate et autres pesticides près des habitations. Glyphosate, néonicotinoïdes, fongicides, SDHI, on arrive, on interdit direct. Et c'est un engagement qui est bien sûr, voilà. Parce que c'est la biodiversité et c'est l'avenir de l'agriculture. Vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé avec les apiculteurs bretons, justement. On avait amené des ruches pour les livrer à Emmanuel Macron pour dire qu'il fallait absolument arrêter les néonicotinoïdes. Il faut sortir des pesticides qui bousillent totalement les abeilles. On dit, vous savez, les abeilles, c'est les sentinelles de la biodiversité. C'est-à-dire que quand les abeilles se meurent, au fond, c'est toute la biodiversité. C'est pour ça qu'il y a moins d'oiseaux, c'est pour ça qu'il y a moins d'insectes. Bon, bref, c'est toute la biodiversité qui meurt. Donc on interdira ces pesticides tueurs d'abeilles, mais beaucoup plus largement, on engagera la sortie des pesticides. C'est pas possible. L'agriculture aujourd'hui, c'est 30 fermes qui s'arrêtent tous les jours. 30 fermes qui disparaissent tous les jours. C'est quasiment un suicide par jour d'agriculteurs, notamment liés parce qu'ils sont isolés, surendettés, ils n'en peuvent plus. C'est un tiers, 40% des agriculteurs qui vivent avec moins de 350 € par mois. Et donc ce modèle, il est aberrant, et donc on va accompagner cette transition pour que les agriculteurs vivent mieux. Et vous savez qu'on en rencontre tout le temps, des agriculteurs qui sont passés d'un système très productiviste, intensif, industriel, à un système bio. Et ben leur santé va mieux, ils gagnent mieux leur vie, ils gagnent décemment leur vie,
Ils protègent l'environnement, ils protègent notre santé, et puis ils nous filent une alimentation qu'on a envie de manger avec gourmandise. Mais justement, le bien manger aussi, c'est quelque Ah bah chose oui, qui, c'est écolo. qui est écolo et qui est au cœur aussi du programme que Ah que bah tu oui, portes. ah oui. L'écologie, c'est le beau et c'est le plaisir. C'est ça qu'on Faut le dire recherche. beaucoup parce qu'il Oui, y je suis a quand même d'accord. beaucoup de clichés autour Je justement suis de d'accord. l'écologie. Les amis, c'est pas. C'est comme assez si tenace c'était pas comme fun. cliché. Ouais. Comme si c'était pas fun, Ouais. qu'on se priverait de tout, qu'on serait pas drôle, qu'on Ouais. serait pas fun, mais faut aussi C'est- arriver à véhiculer l'idée que, bah ouais, en fait, on s'amuse, quoi, c'est marrant. Ben, on s'amuse et que, au fond, c'est le vieux principe moins de biens, plus de liens. Oui. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que toutes les études, alors attention, hein, on est très dans la justice sociale. Il y a beaucoup de gens qui manquent de tout. La Oui. question, c'est pas que ces gens-là se privent, au contraire, c'est que on prive le superflu, ce qui bousille la planète, pour notamment que tout le monde ait accès à de la prospérité, à un bien vivre, à un confort, à une alimentation de qualité, à des logements de qualité, à pouvoir se déplacer, qu'on ait toutes et tous une liberté de s'émanciper, de choisir sa vie. Mais c'est vrai que toutes les études ont montré, hein, il y a eu des études incroyables qui ont été faites par Harvard et tout ça, sur des décennies. Et quand ils accompagnent les gens sur des décennies, qu'est-ce qu'ils retiennent à la fin de leur vie? C'est que les moments où ils ont été les plus heureux, c'est quand ils ont été avec les autres. Ouais. C'est que les gens qui considèrent qu'ils ont été le plus heureux dans leur vie, c'est ceux qui avaient le plus de liens sociaux. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Il faut retrouver du lien social. L'envie d'être ensemble. À propos du lien social, on peut peut-être prendre une question qui nous a été posée, notamment sur voilà, la place des aînés, avec voilà, la place des aînés dans les EHPAD. On a connu là, récemment Ouais. le scandale scandale d'Orpea. Comment- Ah bah pour nous, c'est, Com- si vous voulez, ça renvoie à plein de choses, le scandale d'Orpea. Ça renvoie à quelque chose qui est très très dur pour tout le monde dans une société, c'est normal. Au fond, c'est l'approche de la mort. Et la mort. Et la perte d'autonomie, qui est ressentie aussi comme une perte de dignité, en fait. Et finalement, voilà, le monde a changé. Avant, les aînés, ils restaient dans les maisons, avec la famille. Maintenant, voilà, ça devient compliqué. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aînés qui, heureusement, arrivent à rester à domicile, qui sont accompagnés. Oui. Et puis, il y a les EHPAD pour les prendre en charge. Il ne faut pas que ces EHPAD deviennent des mouroirs, ça serait le pire. Et là, on a effectivement des entrepreneurs, enfin, c'est même pas des entrepreneurs, c'est des spéculateurs qui ont décidé que nos aînés et que la perte d'autonomie, c'est quand même un truc ultra violent, quoi, devenait un produit spéculatif. Et ça, c'est totalement dingue. C'est-à-dire qu'ils ont fait de l'argent sur, au fond, en maltraitant les aînés. Donc nous, on interdira les EHPAD privés à but lucratif. Ok, c'est important ça. Donc on interdira ça parce qu'on ne peut pas spéculer sur nos aînés et sur la perte d'autonomie. Et puis surtout, on veut remettre des moyens dans les EHPAD. Aujourd'hui, on est autour de 6 accompagnants pour 10 pensionnaires. On sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pour ces accompagnants-là, ça veut dire parfois 10, 12 minutes chronométrées pour faire la toilette des aînés, tout ça. Ça veut dire très peu de contact humain, pas le temps. Et donc c'est terrible. C'est-à-dire qu'on abandonne au fond nos aînés derrière les murs des EHPAD. Et ben, on mettra un accompagnant par pensionnaire pour justement retrouver de la qualité, bien traiter et que cette période de la vie qui est compliquée se passe dans la dignité et avec le respect. Alors, il y a une sacrée suggestion qui peut-être pourrait alimenter le programme. C'est Écolo 2022 qui propose, hein, je parlais du sport, notamment dans le programme, et tu as fait des déplacements à ce sujet, qui propose en fait que la méditation, le yoga, ça devienne une activité à l'université qui soit un peu comme ça, coulée dans le... Qu'est-ce que tu en penses ? Mais pourquoi pas? Nous, ce qu'on veut faire, en fait, on veut remettre le sport au cœur de la société. Oui. On parlait du bien, football tout à l'heure. c'est bien Ouais. pour l'épanouissement, c'est bien pour le plaisir, c'est bien pour le lien social, pour tout ça, c'est génial le sport. Mais aujourd'hui, pour les enfants, c'est difficile de faire 1 heure de sport par jour parce qu'il n'y a pas toujours toutes les infrastructures, le sport n'est pas forcément accessible, que les temps scolaires ne permettent pas. Et puis pour les adultes, c'est
Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait la possibilité d'une demi-heure de sport par jour. Et on voit, par exemple, il y a plein d'entreprises qui sont en train de se réorganiser du fait du télétravail, tout ça. Donc, on peut faire comme dans les crèches à l'entreprise, favoriser l'installation d'équipements sportifs pour que tout le monde puisse faire du sport. Que, évidemment, on soutienne le sport amateur. Et on va même jusqu'à, comme il y a la fête de la musique, on fera une fête nationale du sport au printemps pour que d'un seul coup, toute la société, sur une journée ou sur un week-end, se mette à faire du sport, découvre le sport, aille marcher. Il faut que, pour notre santé physique, bien sûr, pour notre santé mentale et pour notre plaisir, il faut qu'on renforce le sport à tous les étages dans notre société. Tu fais du sport, toi, Yannick? Oui, j'en fais un peu moins en campagne, il faut reconnaître. Bah, c'est un sport quand même. Oui, c'est vrai, j'imagine. c'est vrai que c'est un sport. Le rythme est oui, intense. c'est un sport, oui. Mais plus pour le. Oui, c'est vrai. Mais justement, c'est un peu intéressant de savoir aussi un peu comment, parce qu'on a parlé de l'engagement militant, enfin tu disais que c'était hyper important en fait de se mettre dans le mood Ouais. d'y aller. Mais on imagine aussi que, enfin, il y a plein de l'envers du décor, un peu les coulisses, on ne les connaît pas forcément. Et par exemple, j'imagine que c'est fatigant une campagne. Ah oui. Il y a beaucoup de déplacements, Ouais. beaucoup de rencontres, ça doit être galvanisant mais fatigant. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc que tu préfères qui te booste quand justement d'un coup, je sais pas, La gelée royale bio, Ah, avec un peu de propolis. ça, c'est la morning routine de Yannick Jadot. S'appliquer de la gelée royale sur la... Donc tu la manges. Non, tu la manges. Oui, je sais, c'était une blague. Tout le monde a l'image de Yannick qui se fait un masque Qui à se la fait un masque à la royale. gelée royale. Non, ouais. La gelée Ouais, royale, ouais. la C'est propolis, pas mal, ça c'est rebooste. pas Pas- Ça rebooste, ça permet de mieux gérer l'immunité, hein, surtout quand on fait campagne en hiver. Hein, c'est quand même Ouais. c'est une Ouais. saison particulière pour C'est faire intense. campagne avec, C'est rude les campagnes d'hiver. ouais. avec le Covid, avec le froid, la pluie, la nuit. Ouais, oui. Quand on va se rapprocher du printemps et que ça va être le moment où tout le monde va être à fond dans la campagne, les Françaises, les Français, évidemment, les candidats, on sera dans le printemps, ça sera une belle époque Bah oui. pour faire campagne. C'est comme pendant les Européennes, il faisait super beau, il y avait le soleil là, qui, Et puis la France qui est ravissait magnifique. nos joues. La France est magnifique. Ah oui. Quand tu te déplaces, c'est vrai que bon, c'est intense, tu n'es pas là pour te promener, mais tu arrives toujours à un moment donné, tu es au centre d'une ville, tu es à la campagne, tu es à la mer, tu es un machin, et la France est magnifique, quoi. Ouais. C'est aussi une occasion incroyable de voir la France, alors de manière très courte, Bien sûr. mais c'est aussi ça qui donne de l'énergie. Tu avais raison, c'est au fond, dans une campagne, on puise beaucoup son énergie dans les Françaises et les Français qui font des trucs incroyables. Je veux dire, tu vas dans une ferme, tu vas dans une entreprise, tu vas dans un centre de recherche, tu vas dans une association, tu vas dans une fac, tu vas dans un CFA. Eh bien, à chaque fois, les gens, ils te donnent de l'énergie parce qu'en fait, ce pays est incroyable. C'est ça qui est fou. On a l'impression que les Zemmour et les autres, ils nous racontent le suicide français, le grand remplacement, la disparition de la France, mais ils ne connaissent pas la réalité de ce pays. La réalité de ce pays, c'est qu'il y a des énergies incroyables qui ne demandent qu'une chose, à faire le bien pour la société, qui ne demandent qu'une chose, à ce que ça se passe bien et qu'on ait ensemble un beau projet, l'environnement, la solidarité, la bienveillance, la démocratie. C'est ça en fait. Et justement, par rapport à ça, il y a aussi pas mal de personnes qui, on en a parlé un peu, il y a un peu de méfiance par rapport aux politiques et quand même le projet écologiste que tu portes, c'est un projet justement contre l'inaction sur le climat, tu l'as rappelé, et au Parlement, etc. Et justement, les personnes, il y a Elena Tuff FR, qui dit qu'elle a peur en fait de l'inaction vis-à-vis du climat. Elle se sent enfumée par des mesures qui, au contraire, augmentent les émissions. Dans tous les sens, enfumé dans tous les sens. Voilà, et qui détruisent notre santé. Voilà, et donc, qu'est-ce que tu peux justement, parce qu'on parlait tout à l'heure d'un style un peu, pas seulement d'espoir, mais de si jamais tu deviens président, voilà, qu'il y a des choses qui vont vraiment changer et que les gens vont avoir moins l'impression d'être enfumés sur ces questions qui sont fondamentales. Ça, déjà, par principe, et c'est quand même une spécificité écolo, quand on fait une promesse, on la tient. Ouais. Il n'y a qu'à regarder nos maires, ils ont pris des engagements pendant la campagne, ils ont été élus du fait de leurs engagements, et ils sont en train de les tenir. Ça, ils sont en train de les tenir dans les écoles, dans les cantines, dans les transports collectifs, dans le logement social, dans les entreprises. Ils sont en train de tenir leurs engagements. Et c'est vrai que nous, on veut mettre en place
ce qu'on appelle la règle d'or climatique. Mhm. C'est-à-dire qu'on sera le seul projet, et c'est un impératif absolu quand on voit déjà comment le dérèglement climatique nous percute, alors qu'on est simplement au niveau mondial à 1,1 degré de réchauffement. Déjà, ça nous percute dramatiquement. Donc si on les laisse, les Macron, les autres, on ira vers 2-3 degrés. Ouais. Ce sera la cata. Avec nous, on tient l'exigence, la recommandation des scientifiques, on sera sur la trajectoire maximum 1,5 degré de réchauffement. Et ce n'est pas simplement éviter le chaos, c'est en faire un levier de mobilisation, c'est en faire un levier d'innovation. Ça veut dire qu'on va rénover les logements et que, notamment pour les plus vulnérables des familles en France, ce sera totalement pris en charge. Donc elles consommeront moins, c'est du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre, c'est du confort, c'est de la santé. Au-delà de lutter contre le dérèglement climatique, c'est les transports collectifs, c'est les vélos accessibles pour tous les jeunes, c'est le bio. Alors là, par exemple, Ouais. il y a Daniel Leclerc-Roux qui parle, par exemple, de l'instauration d'une journée nationale zéro émission ni pollution. Est-ce que, sauf, il dit, service minimum de sécurité nationale, est-ce que ça pourrait être une idée pour aller... Alors le problème, c'est par exemple, tu fais une journée zéro émission. Ouais. Comment tu fais pour rejoindre les copains et les copines qui font avec toi la journée zéro émission? Si c'est par exemple aller ramasser les déchets sur la plage, par exemple, ce que font ramasser les plastiques, machin. La question, c'est, nous, notre truc, c'est pas s'arrêter de vivre. Au fond, notre pays, il a réussi à un moment donné à baisser ses émissions de gaz à effet de serre quand on était tous confinés. C'est pas ça l'écologie. L'écologie, c'est pas s'arrêter de vivre, c'est pas être confiné chez soi et lire des bouquins ou regarder Netflix. L'écologie, c'est pouvoir brasser, c'est faire des choses, voilà, les faire ensemble. Ouais. Donc il faut qu'il y ait des journées, genre sans plastique, les journées machin, mais au fond, il faut qu'on reste dans une société qui à la fois assume la responsabilité climatique, assume la réduction des pollutions, crée toutes les conditions pour qu'on se mobilise, et puis que chacune et chacun y participe. Mais avec toujours rappeler une chose. On n'est pas là pour culpabiliser les gens. Les gens, quand ils consomment trop à la maison parce qu'on leur a installé des grille-pains comme chauffage, c'est pas de leur faute en fait. Oui. Quand ils sont obligés d'être à 30 bornes de là où ils bossent parce qu'ils ne peuvent pas habiter plus près parce que ça coûte trop cher, c'est pas de leur faute. Et donc, à un moment donné, ce sont les politiques publiques qui doivent changer pour aider tout le monde à être zéro émission à la fin. Alors En parlant de ça, il y en a pas mal, oui. Oui, parce qu'il y a peut-être... si on repense un peu au jeune Yannick Jadot, qui justement était déjà sans doute très écolo. Il y a une petite anecdote sur la mobilité. Ah oui, on nous a glissé dans l'oreillette que tu trafiquais des mobilettes quand tu étais jeune, Yannick. Moi, j'avais une C'est 103. quoi cette question? J'avais une 103 Peugeot. Non, mais parce qu'on parle de transport, on parle de... Mais pas parce de que moi, transport, j'habitais à la de rester campagne. avec les Ah oui. gens. J'habitais à la campagne. Donc, pour aller au lycée ou pour aller voir les copains, il me fallait un vélo ou une mobilette. Donc, j'avais un 103 Peugeot. C'était les vieilles mobilettes à l'époque. Et c'est vrai que j'avais un peu augmenté la puissance des centimètres Elle cubes avait de la débridé. 103 Peugeot, mais c'était totalement... c'est pas autorisé en fait. Il y a une question qui revient quand même beaucoup dans le chat sur la question du nucléaire. Ça, c'est une question qui est revenue à plusieurs Ouais. reprises. Le nucléaire, est-ce qu'on en sort? On n'en sort pas quand? Et puis surtout, voilà, est-ce que c'est plausible? Ça, c'est une question qui Ouais. revient très fréquemment. Je sais, il y a un doute. Il y a un doute. Moi, dans ma vie, j'ai toujours combattu le nucléaire. D'abord pour une question morale. Le nucléaire, s'il y a un réacteur qui pète, c'est une région qui disparaît. Avec tout ce que ça peut signifier de cancer, de choses comme ça. Donc, et puis les déchets, ça peut aller jusqu'à 100 000, 150 000 ans. Aujourd'hui, dans les pays du Nord, où ils sont en train de, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir les gérer, ces déchets, ils sont en train de penser à des installations pour les déchets, mais ils ne savent pas dans quelle langue mettre les panneaux autour des déchets. Parce qu'il y a 100 000, même avant ça, on ressemblait à un Néandertal. Ce que je veux dire, c'est qu'en 50 ans, on a créé des déchets pour une période de temps qu'on ne sait absolument pas gérer. Donc, pour ces raisons morales, j'étais contre le nucléaire. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça, en fait.
On a tous les experts en énergie. Ils disent on peut faire le scénario nucléaire, on peut faire le scénario renouvelable. Aujourd'hui, les technologies sont là. Donc en fait, c'est un choix politique. Moi, mon choix politique, quand je vois que l'EPR, qui est le nouveau réacteur qui est construit à Flamanville, en Normandie, il a été décidé au début des années 2000. Il devait être en fonction en 2012 et coûter 3 milliards. Il est aujourd'hui toujours pas en fonction, il a toujours des problèmes. On est plus de 10 ans de retard et il y en aura beaucoup plus. Oui. Et il a coûté 17 milliards d'euros Oui. en plus. 17 milliards d'euros en plus. Eh bien, le photovoltaïque, l'éolien, la géothermie, les énergies marines, l'hydraulique, la biomasse, ça coûte moins cher. Donc ce qu'on va faire, quand on arrivera au pouvoir, on ne construit aucun nouveau réacteur nucléaire. Nos centrales sont vieillissantes, mais on ne construit aucun nouveau réacteur nucléaire. On met le paquet sur les économies d'énergie, dans les logements notamment, et on met le paquet sur les énergies renouvelables. Et au fur et à mesure, eh ben, on fermera les réacteurs nucléaires inutiles. Ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 25 ans, mais dans notre pays, on a été capable de faire, on est le pays le plus nucléarisé du monde. On a été capable de le faire avec les meilleurs ingénieurs, les meilleurs ouvriers. Eh ben, on peut, avec la même ambition, la même mobilisation, la même intelligence, on peut progressivement sortir du nucléaire et être un des leaders mondiaux des énergies renouvelables. Alors tu parles de pouvoir de vivre et de, Ouais. vraiment de la puissance transformatrice de la politique. Là, il y a quelqu'un qui demande, Civis 26, ne serait-il pas temps d'intégrer dans nos politiques publiques des indicateurs de progrès humain, de Ouais. bonheur carrément, comme ceux du changement de paradigme porté par le BNB, donc le bonheur brut, enfin le bonheur national brut, pour voir si ça marche en fait. Est-ce que c'est Mais ça quelque chose existe qui en te... fait. Étonnamment, c'est que ça existe. Ouais. Et c'est même une écologiste, Eva Sass, qui est responsable pour la campagne d'élaborer le programme des 100 premiers jours quand on sera au gouvernement, qui a fait une loi et qui justement dit la croissance du PIB, c'est pas un bon indicateur. Parce que le PIB, c'est au fond le cumul des richesses produites, des valeurs ajoutées produites par les entreprises, mais vous comptez de la même façon si vous nettoyez une marée noire, si vous avez une pandémie, si la lutte contre la pollution de l'air, les pesticides ou le bio, le truc. Donc, en fait, ça ne dit rien ni de la répartition de la richesse, et on sait qu'il y a beaucoup d'inégalités qui augmentent, ça ne dit rien de l'école, ça ne dit rien de la santé, ça ne dit rien de l'empreinte écologique. Et dans cette loi Eva Sass, qui est votée en fait, Oui. elle n'est pas appliquée, mais elle est votée, Oui. elle dit en fait, il faut calculer la prospérité partagée. Alors c'est évidemment la production, il ne s'agit pas de le nier, mais en fait, qu'on arrête de s'intéresser simplement au comment et qu'on s'intéresse au pourquoi. Pourquoi on produit de la valeur? En allemand, on produit de la valeur pour bien vivre ensemble, pour le confort, pour la santé, l'école, la protection de l'environnement. Eh bien, nous mettrons en place ces indicateurs de prospérité pour savoir quel sens a notre société, à quel sens a notre économie. Donc c'est prévu. C'est prévu. C'est prévu si tu deviens président. Ok. Et il y a aussi des personnes qui parlent, donc il y a l'éolien, ça Ouais. revient aussi beaucoup. Donc il y a Pignoufla qui dit donc le problème de l'éolien, surtout offshore, c'est que ça détruit des écosystèmes. Toi, Est-ce on peut répondre à quelque chose Enfin, vous savez, on a en France, on a une éolienne offshore, qui est une éolienne expérimentale, qui est installée au large de Croisy, que j'avais été voir évidemment. Et c'était intéressant parce que c'est des élèves de l'école centrale de Nantes qui ont créé ça avec des entreprises locales. Donc c'est vraiment, y compris pour les étudiants, pour les jeunes, c'est vraiment c'est des sujets passionnants. On en a une. En Europe du Nord, il y en a 5500. Et ça se passe en Belgique, en Grande-Bretagne, en Allemagne et ailleurs. Et ça se passe très bien avec les pêcheurs. Donc, y compris parfois, au fond, ça crée comme des récifs, en fait. Vous voyez? Oui. Donc, ça se passe très bien. Par contre, ce qui est évident, c'est comme tous les projets d'énergie, on discute avec les populations. On n'impose rien, on discute avec les populations. Il y a des fois, ça n'a aucun sens. On ne va pas mettre une éolienne sur Notre-Dame de Paris. On ne va pas mettre des éoliennes là où il y a des réserves naturelles. C'est évidemment... Par contre, il y a des endroits où on peut mettre des éoliennes. Et puis attention,
les énergies renouvelables, c'est pas que l'éolien. Ça, c'est les pro-nucléaires qui essayent de faire croire que, au fond, le renouvelable, ça serait mettre des éoliennes partout, à la cave, au plafond et dans le jardin. Non, c'est du photovoltaïque, c'est de la biomasse. On est intelligent, on est responsable, mais on est responsable deux fois. On est responsable sur la protection des paysages et de la nature, et on est responsable sur le fait de fournir une électricité qui soit une électricité verte et qui nous permette de bien vivre. Tu parlais de la concertation avec le local. Il y a Pebouille 17 qui nous dit voilà, que bien souvent, il n'y a aucune concertation avec les maires. Et là, je vais faire le lien avec peut-être des questions plutôt qui ont trait à la démocratie. On a une question de Claire Le Glatin qui nous demande comment tu te positionnes aussi vis-à-vis de la 6ème République. Nous, on a toujours été pour la 6ème République. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut déprésidentialiser, il faut redonner du pouvoir au Parlement. Nous, notre Parlement, il sera élu à la proportionnelle, avec ce qu'on appelle la parité de sortie. C'est que ce n'est pas simplement la parité sur les listes, c'est l'obligation d'avoir à la fin 50% de femmes, 50% d'hommes à l'Assemblée nationale. On veut faire des référendums d'initiative locale, on veut faire des référendums citoyens, on veut des conférences de consensus. Donc on veut redonner de la vie à nos institutions pour que ce ne soit pas simplement on vote et puis après on ne peut plus s'occuper de rien. Donc on veut redonner vie à nos institutions, donc on va avoir un grand programme de changement des institutions. Mais là, j'ai une contrainte. Oui. Parce que quand on parle de respecter l'engagement citoyen, on le fait. Et là, on a un processus qui est engagé avec William Aucan, qui était un des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat, avec Léonore Monconduit, maire de Poitiers, qui avait initié aussi des processus très citoyens. Et donc, ils sont en train, avec des citoyennes et des citoyens, de travailler à la réforme des institutions, de travailler à un renforcement de la démocratie. Donc, je ne vais pas, avant qu'ils aient rendu leurs conclusions, dire ce que je vais faire. Sinon, ça serait faire comme Macron, c'est-à-dire qu'on fait travailler les gens, mais en fait, on les méprise. Mais justement, tu parlais aussi un peu de cet esprit en fait écolo et notamment il y a beaucoup de questions aussi sur l'école. Et là, par exemple, Olivier L56 dit bonjour, si vous êtes élu, quel programme scolaire avez-vous prévu pour former les enfants aux problèmes climatiques et avec le lien avec l'énergie? Parce qu'on sait que ça commence avec des posters dans sa chambre, peut-être, comme toi. Mais moi, j'avais une baleine de Greenpeace. Parce que dans les années 70, c'était les grandes campagnes de Greenpeace contre la chasse à la baleine. Mais ce n'était pas encore les éoliennes. Mais ce qui est certain, c'est que on veut faire évoluer les programmes et on veut faire évoluer les temps. Alors, en Finlande, qui est aujourd'hui considéré comme un modèle d'éducation, à la fois parce que les enseignants sont beaucoup mieux payés, ils sont respectés, ce qui n'est plus le cas dans notre pays avec le gouvernement Macron, on a vu avec Blanquer. Il y a plus d'effectifs pour s'occuper des enfants. Mais pour arriver à repenser leur école, ils ont fait justement une conférence de consensus. Ils ont mis évidemment la communauté éducative, ils ont mis les parents, ils ont mis les acteurs sociaux, ils ont mis tout le monde. Et ils sont arrivés à un modèle d'école, au fond, que tout le monde soutient, mais qui est adapté. Et il y a plus de nature, il y a plus de liens avec le travail manuel, avec l'apprentissage des matières. Il y a plus d'art, il y a plus de sport, il y a plus de numérique. Comment, y compris, on devient citoyen en sachant avoir une analyse critique d'une information, en sachant coder, donc en sachant protéger sa vie privée. Et on sait que le cyberharcèlement passe souvent par une méconnaissance ou une incapacité à protéger sa vie privée sur les réseaux. Donc ça s'apprend aussi. Et donc, on mettra évidemment l'environnement au cœur de ça. Mais ça veut dire beaucoup plus de temps dans la nature. Aujourd'hui, faute de budget, il n'y a quasiment plus de classes vertes à l'école. C'est totalement dingue. Et même dans les pays du Nord, régulièrement, les pays du Nord, il ne fait pas plus chaud et plus ensoleillé qu'ici. Hein, mais généralement, régulièrement, ils font la classe dans la nature. Parce que ça donne une façon de faire la classe totalement différente. Donc, il va falloir renforcer la nature à l'école, l'apprentissage de l'environnement, mais à chaque fois que j'écoute les enfants, et j'étais encore hier dans une discussion avec des collégiens, eh ben, ils sont beaucoup plus conscients de la question environnementale que nous, on ne l'a jamais été. Ouais.
Il y a alors, on nous écrit ici que faire de l'écologie sans justice sociale, c'est du jardinage. Ouais. Et il y a une autre question qui nous est posée par Astreus 063 qui nous dit, bon, bah, il y a plein de personnes en fait qui ont bien compris que tu étais écolo, en gros, mais comment on fait on passe le message en fait que les écologistes s'intéressent aussi à d'autres problématiques de la société. Qu'aimerais-tu répondre à ça? Mais nous, on est pour le jardinage, déjà, et on est pour la justice sociale. Et c'est marrant de vouloir dissocier l'un et l'autre. C'est pas... vous savez, quand on traite mal la nature, on traite toujours mal les femmes et les hommes. Considérer qu'on peut bien traiter les femmes et les hommes en maltraitant la nature, ou inversement, qu'on peut protéger la nature en maltraitant les femmes et les hommes, c'est une aberration. Ça n'a jamais marché. Et donc nous, typiquement, alors j'ai parlé, on va investir sur le train, les trains du quotidien, les trains de marchandises. Dans les villes que nous gérons, les étudiants, les jeunes, les familles qui ont des difficultés. Il y a des prix, parfois c'est le transport gratuit, les transports collectifs gratuits ou pas cher. On va mettre des vélos à disposition des jeunes à partir de 16 ans jusqu'à 25 ans s'ils le souhaitent. Je l'ai dit sur la rénovation, c'est ce qu'on appelle au fond l'écologie est la meilleure alliée du pouvoir d'achat. Parce que justement, on réduit les dépenses de logement, on va investir sur le logement social, on réduit les dépenses de chauffage, on investit sur la rénovation, on va réduire les dépenses de transport, d'alimentation. Et en plus, de l'autre côté, parce que le pouvoir d'achat ou le pouvoir de vivre, c'est à la fois les dépenses contraintes et puis c'est l'argent qu'on gagne. Donc on va augmenter les salaires, notamment les bas salaires, le SMIC à 1 400 € net dès notre arrivée, l'augmentation des bas salaires, notamment dans les secteurs où les personnes sont les plus en difficulté, les caissières, les livreurs, l'agroalimentaire, les aides à domicile, tous ces secteurs-là qui ont tenu la société pendant le Covid, où les personnes sont mal rémunérées, des statuts très précaires et des problèmes de santé au travail très lourds. Donc on va contraindre aux négociations. Donc on est bien sur une ligne écologie, justice sociale, parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est jardinage et pouvoir d'achat. C'est petites fleurs et pouvoir de vivre. C'est petits oiseaux et revenus augmentés. Et justement aussi sur la question, ça revient aussi pas mal sur la question des discriminations, parce qu'on est quand même dans une période donc, électorale, hein, ça t'a pas échappé. Non, ça ne m'a pas échappé, non. Et aussi sur une période aussi de enfin il y a une espèce de décomplexion totale quand même sur la parole raciste, sur les paroles homophobes, etc. Oui. Justement, il y a quand même beaucoup aussi d'attentes par rapport en fait sur ces sujets-là en fait. Donc comment justement un programme vraiment écologiste mais aussi attentif à ça peut contrecarrer justement dans cette campagne Ce qui est totalement fou, tu as raison, c'est qu'en fait la parole la plus nauséabonde s'est libérée et qu'elle n'est plus y compris sanctionnée. Non. Elle n'est plus sanctionnée, alors elle l'est parfois dans les tribunaux, hein. Zemmour a été condamné pour haine raciale, mais au fond on considère presque normal aujourd'hui d'avoir des propos racistes, d'avoir des propos homophobes, d'avoir des propos antisémites. Et tout ça est totalement fou. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'évidemment, on veut à la fois renforcer le droit pour lutter contre toutes les discriminations, depuis les contrôles aux faciès jusqu'aux discriminations à l'embauche. On va investir sur les quartiers populaires massivement. Oui, c'était une question voilà, aussi. Donc on va investir massivement sur les quartiers populaires en matière d'enclavement de transport, en matière d'inégalité scolaire, en luttant contre toutes les discriminations, évidemment en améliorant le logement, mais il faut aussi, et c'est tout notre projet, remettre de l'activité économique, remettre des services publics de qualité, en mettant plus dans les services publics, là, ou dans les quartiers populaires ou dans les zones rurales, là où c'est le plus difficile, parce qu'aujourd'hui, un enfant du 7e arrondissement de Paris, il est plus aidé par l'État qu'un enfant de Saint-Denis. C'est totalement, non, mais c'est totalement fou. Donc, j'étais il n'y a pas très longtemps à l'hôpital de Saint-Denis, justement, et ils font face à des difficultés sociales, sanitaires qui sont extrêmement lourdes. Donc on mettra plus, évidemment,
Mais ce qui est terrible dans les discriminations, c'est que c'est à la fois des humiliations, c'est des destins qui sont parfois cassés, abîmés, des vies qui sont abîmées, et c'est toute la richesse collective qui est réduite. Parce que quand les gens, quand on assume totalement la diversité, quand on en fait un élément extraordinaire de richesse, et ben à un moment donné, c'est toute la société qui va mieux. Il y a un phénomène souvent de cumul des discriminations. On parle de continuum des discriminations. Il y a notamment les jeunes qui sont extrêmement frappés par ça, dans l'accès aux soins, dans l'accès au logement, dans l'accès à l'emploi. Et cette idée de remettre du service public, c'est aussi un moyen de lutter contre les discriminations en réalité, Bien de sûr. remettre des moyens sur le service public. Bien sûr. Et là, on a pas mal de questions qui sont arrivées sur notamment la santé et l'hôpital public, et notamment sur ta position quant à la vaccination. Ça, c'est revenu pas mal de fois, notamment Yves de Auxerre. Voilà. Alors, tu as commencé avec la précarité des jeunes. Oui. Nous, on veut mettre en place le revenu citoyen, qui sera un revenu automatique dès 18 ans. Parce que ce n'est pas simplement un revenu pour éradiquer la grande pauvreté, puisqu'on le met au niveau du seuil de grande pauvreté. Donc plus personne ne sera en dessous du seuil de grande pauvreté. Donc on veut éradiquer la grande pauvreté. Et dès 18 ans. Mais ça concerne les jeunes, ça peut aussi concerner par exemple, il y a pas mal de personnes à la retraite qui touchent des toutes petites retraites et qui vivent dans des conditions très difficiles. Mais c'est aussi un enjeu d'autonomie. À 18 ans, on n'est plus simplement l'enfant de ses parents. Ouais. On est un adulte et donc c'est un enjeu d'autonomie, encore une fois, de choisir sa vie. Sur l'hôpital, l'hôpital a été sacrifié depuis des années et des années. Sarkozy, Hollande, Macron ont tous les trois considéré que l'hôpital devait être une entreprise rentable. Donc on a réduit les effectifs. De plus en plus de malades, de patients, de moins en moins de personnel soignant. Ça a été la tarification à l'acte. On a rendu tout le monde dingue, on a épuisé les personnels soignants, on a fermé les lits et on s'est retrouvé dans cette pandémie avec des personnels soignants qui étaient déjà épuisés, mal payés. Et évidemment, l'épreuve a été encore plus violente pour tous ces personnels soignants qui pourtant sont héroïques et font le boulot. Nous on est pour l'hôpital public, ce qu'on veut faire, c'est redéfinir au niveau des territoires les besoins de santé et construire l'offre de santé qui réponde à ces besoins de santé. Alors évidemment, l'hôpital public a une place très particulière, mais ça peut être aussi la médecine de ville, ça peut être les maisons de santé, tout ça, pour repartir des besoins et avoir une offre qui permette à tout le monde, d'avoir accès gratuitement à une santé de qualité. On veut embaucher 100 000 infirmières, infirmiers supplémentaires pour redonner de la qualité de soins à l'hôpital et éviter que une partie des personnels soignants fuient l'hôpital parce qu'ils sont mal payés et parce qu'ils travaillent dans des conditions terribles malgré leur engagement. Donc on va faire ça. Et sur la vaccination, oui, moi je pense qu'il faut chercher au maximum à vacciner la société, qu'aujourd'hui on a voté contre, les écologistes à l'Assemblée, au Sénat, on a voté contre le pass vaccinal, parce qu'on a vu, y compris, que c'était un instrument pour Macron pour essayer de masquer sa politique sur l'hôpital public. En revanche, on est pour qu'il y ait des équipes, notamment à travers les associations qui manquent de moyens, pour aller vers les personnes qui sont isolées dans les zones rurales, dans les quartiers éloignés de la santé, pour que ces personnes-là puissent se vacciner et se protéger. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question, EcoCity, du versement à la source. Qu'est-ce que tu en penses en fait? Donc, plus de 10 milliards d'aides en fait, sociales qui ne sont pas distribuées chaque année. C'est le principe par exemple, sur le revenu citoyen, c'est automatique. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire les démarches pour l'obtenir, parce que ça éloigne. Est-ce que ça peut s'élargir du coup? Ça éloigne les sans domicile fixe notamment, mais ça éloigne les populations immigrées parfois. Ça éloigne les gens qui simplement ne savent pas se servir d'un ordinateur, ont des difficultés avec des systèmes ou des machines vocales où on n'a jamais personne au téléphone. Donc il faut évidemment rendre tout ça beaucoup plus automatique, parce que c'est toujours ceux qui souffrent le plus qui touchent le moins. Est-ce qu'on ne se ferait pas une petite session de questions blitz, de questions courtes? Allez, zut!
Dolores, est-ce que tu as Le revenu citoyen, il y a une question, c'est 920 euros. Il faut arriver à 920 euros. Je regarde une question, pardon. Ouais, mais la question, tu vas voir, c'est pour ou contre. Ah. Pour ou contre, vrai ou faux, on te fait une petite série de questions. T'es plutôt campagne ou ville? Et là, je c'est suis ni pour ville. ou contre. Ville. Ville. J'ai passé toute ma jeunesse à la campagne, j'en ai besoin, mais je vis en ville. Tu vis en ville. Dolores, est-ce que toi, tu as une question? Est-ce que, enfin, tu parles beaucoup du monde d'après. Pour toi, c'est quoi en fait le monde d'après? Est-ce que Le monde d'après, Ouais. c'est le monde où on a remis de la solidarité, Ouais. on a remis l'essentiel au cœur des politiques publiques. Le problème, c'est qu'en fait, tout ce qui est essentiel aujourd'hui est en marge des politiques publiques. Tu parlais du débat politique aujourd'hui, il est nauséabond et il s'occupe, au fond, il ne cherche que des boucs émissaires. C'est un coup les musulmans, un autre coup les immigrés. Voilà, il n'y a que des boucs émissaires, il n'y a pas de solution. Donc le monde d'après, c'est un monde où l'air est protégé, l'eau, la santé, on protège le climat, où il y a plus de solidarité, plus de boulot épanouissant. C'est plutôt réjouissant. Ah, c'est cool. Ça fait Le plutôt monde d'après, envie. c'est Bah cool. oui, le monde d'après. Et surtout qu'en fait, Mais il le monde d'après existe commence. déjà. Bah ouais, le monde d'après. Il débute existe aujourd'hui. déjà. Simplement, tous ces gens qui font des trucs super, aujourd'hui, ils sont en marge des politiques publiques. Nous, on va les mettre au cœur des politiques publiques. Ceux qui font des coopératives d'énergie renouvelable, ils sont en marge des politiques publiques. Total est au cœur des politiques publiques. Ouais. Et bien avec nous, ce sera exactement l'inverse. Bon, moi je suis assez partante pour qu'on reprenne les questions Blitz. Il y en a pas mal. Benzema ou Mbappé? Ah, c'est dur ça. Mbappé. Ah, Mais Benzema est un super attaquant, surtout en ce moment. Qu'est-ce qu'il cartonne. Là, alors. pour le PSG, ça va pas être facile, mais ça va être un beau match. Hein. Poisson ou barrage? Facile. Poisson ou barrage? Poisson? Ah oui. Il n'y avait qu'une bonne réponse, je crois, à cette question. Et là, il y a une question aussi pas mal. Premier ou première ministre? Première. D'accord. Vote obligatoire pour ou contre? Contre. Renégocier. Mais vote à 16 ans. Vote à Vote à 16 ans, y compris pour que le premier vote ait lieu au lycée, ce qui peut être un formidable enjeu pour parler de démocratie, d'institutions, à quoi ça sert de voter. On demande renégociation ou désobéissance au traité européen. Bon, c'est un peu, ça peut pas être aussi binaire, mais De toute façon, aujourd'hui, tout le monde s'en fout des traités européens. Plus personne ne les respecte. Alors, il y a la question qui tue, Normandie ou Bretagne? Et Bretagne. si on peut Attention. placer le Mont-Saint-Michel Attention. entre les deux, on... Bretagne, Ok. est-ce que tu es pour la reconnaissance du vote blanc? oui, Oui. c'est dans le programme. Fromage ou dessert, Yannick? Fromage, J'aurais répondu la même chose. Donc, tout le monde s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on veut continuer un peu... Bon, Zemmour ou Le Pen, franchement, c'est... Ouais. Ceci est une blague, merci. ouais. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui parlent de le caractère inconstant en fait des énergies renouvelables. Intermittentes. Oui. Mais non, parce qu'en fait, il faut penser système. Et c'est comme ça que pensent tous les experts. C'est pour ça qu'ils disent qu'un scénario qu'avec des énergies renouvelables, pour l'électricité, ça marche. Parce qu'en fait, ce n'est pas que l'éolien ou que le photovoltaïque. C'est de l'hydraulique, de la biomasse, de la géothermie, c'est de l'éolien, c'est des énergies marines, c'est du photovoltaïque, c'est du solaire. Et surtout, on est connecté dans un réseau européen. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si à un moment donné, dans un endroit, il n'y a pas de vent, il y en a dans un autre endroit. Et si machin, il y a du soleil. Et donc, en fait, c'est cette approche européenne et locale des énergies qui fait qu'on a un système qui tient. Aujourd'hui, ce qui est intermittent, c'est le nucléaire. 10 réacteurs nucléaires fermés, dont les plus récents, ce qui est quand même extrêmement inquiétant. Il y a aussi une question sur le développement, comment on fait pour mettre en valeur le secteur rural, mais je pense que tu as pas mal répondu sur l'agriculture. C'est l'agriculture, mais attention, la ruralité, c'est pas que l'agriculture. Mhm. La ruralité, nous, on a un grand projet qui est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Alors ce terme est très laid, parce qu'on a l'impression que c'est l'économie qui tourne en rond, mais c'est l'économie qui réduit ce qu'on appelle l'extractivisme, c'est-à-dire qu'on arrête d'aller chercher des ressources partout dans le monde en quantité industrielle. C'est des modes de production très polluants et à la fin, c'est du jetable. Ça, c'est notre économie telle qu'elle fonctionne majoritairement. Et bien, l'économie circulaire, c'est on recycle en permanence. On met les entreprises et les services en lien sur les territoires pour qu'ils travaillent ensemble. C'est des services publics, c'est évidemment l'agriculture, l'alimentation, mais c'est aussi, on voit beaucoup de gens qui aujourd'hui ont envie d'habiter à la campagne, même si potentiellement ils peuvent travailler une partie de la semaine en ville ou travailler machin. Et donc la ruralité aujourd'hui, c'est beaucoup plus riche que la seule agriculture.
Et c'est beaucoup plus riche que la seule chasse. Pour Macron, la ruralité, c'est la FNSEA et les pesticides et les chasseurs. Eh bien, c'est pas ça. C'est que vraiment, il ne connaît pas la ruralité. Et justement, est-ce que ça, c'était des histoires d'économie circulaire dans ta politique internationale, ça va avoir aussi un Bien sûr. impact? Ça veut dire qu'on est Comment on est moins dépendant de la Chine, on est moins dépendant de la Russie, Oui. on est moins dépendant du Niger pour l'uranium. Ouais. Donc au fond, si on prend la Chine et la Russie, c'est des dictatures. Alors je sais que dans le paysage politique français, il y en a plein qui trouvent les dictateurs géniaux. Bon ben voilà, ça c'est leur sujet à eux. Moi je pense que quand je défends la démocratie en France, je défends la même démocratie en Russie, en Chine. Quand il y a des gens qui n'arrivent même pas à voter le génocide des Ouïghours, à reconnaître le génocide des Ouïghours, simplement parce qu'ils trouvent que le Parti communiste chinois, ça peut être un exemple à certains égards. Eh bien, c'est pas nous. Nous, la démocratie, on la défend partout. Les droits des femmes, on les défend partout. Les droits des homosexuels, on les défend partout. Les droits humains, on les défend partout. Les libertés fondamentales, partout. Et il y a pas mal de questions aussi sur les crypto-monnaies. Quelqu'un demande NFT ou Bitcoin. J'ai mon fils qui m'a totalement initié au NFT. J'en ai un qui a travaillé sur les bitcoins dans ses projets d'études et l'autre qui est en train de développer des NFT. Voilà. Mais les NFT peuvent être payés en bitcoin. On pourrait faire, Et d'ailleurs, c'est même pas forcément bitcoin aujourd'hui les meilleurs, Oui. d'après ce que je Donc, comprends. Il y a une tonne de. on pourrait faire un NFT de cravate de Yannick Jadot qu'on Mm. qu'on vendrait. Ah Cravate ouais. ou pas cravate alors Yannick? Ouais, Parce parce que qu'on ça, on ça a a vraiment été besoin le- de savoir en fait le verdict. Sur quoi? Cravate ou pas cravate? Ça a été quand même un sujet beaucoup. Il y a quand- Oui, Quentin, ça m'a étonné qu'on en parle autant. Mais c'est vrai que pourquoi j'ai mis la cravate et que je vais continuer à la mettre régulièrement. Pas à chaque fois, mais régulièrement. Parce que, j'ai un profond respect pour la fonction présidentielle, même si on veut la transformer, même si on veut déprésidentialiser notre République. Mais quand je me balade, il y a des gens qui me disent « Ouais, c'est super ce que vous dites et tout, mais pourquoi vous ne mettez pas la cravate ?» Parce qu'ils pensent qu'un président de la République, il doit mettre la cravate. Voilà. Et j'ai pas envie que, au fond, ils regardent plus si j'ai une cravate ou pas et qu'ils écoutent moins mes propositions. Ben, moi, je préfère qu'ils écoutent mes propositions et qu'ils oublient la cravate ou pas de cravate. Ça me paraît être une réponse Mais plutôt plutôt équilibrée. ouais, plutôt Plutôt mesurée. équilibré. Bah Ouais, oui. ouais. Très bien. Bon, après, il y a aussi question un peu, notamment sur l'union de la gauche. Ça, c'est la question qui revient, Ouais. auquel il faut répondre, même Bien si sûr. c'est... Voilà, qu'est-ce que... C'est qui l'union de la gauche? Ah, Et on met qui dedans? C'est une question. Moi, je suis C'est écologiste. une question. Moi, mes valeurs, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est tous les combats historiques de la gauche sur les conquêtes sociales, les conquêtes démocratiques. Mais aujourd'hui, je ne sais pas bien ce que c'est que la gauche. Est-ce que c'est ceux qui, dans le quinquennat précédent, ont fait les lois travail, ont voulu faire la déchéance de nationalité, n'ont pas agi pour l'écologie? Est-ce que c'est Jean-Luc, avec qui on peut partager plein de combats, mais qui, reconnaissons-le, sur les questions internationales et de la démocratie internationale, on a quelques divergences un peu lourdes, j'en ai parlé juste avant. Donc moi, ma conviction, c'est qu'au regard des urgences dans lesquelles on est, climat, vivant, justice sociale, eh ben c'est l'écologie aujourd'hui qui doit rassembler tout le monde, qui doit rassembler tous les progressistes et tous les humanistes. C'est ça le sujet. Il ne faut pas faire des unions pour faire des unions, sans savoir qu'est-ce qu'on défend. Parce que ça a déjà été fait, à un moment donné, on déçoit tout le monde. Il faut de la clarté. Nous, l'écologie, c'est dans la clarté, et c'est notre conviction, c'est que ce quinquennat ne peut pas être un quinquennat des demi-mesures. Ça ne peut pas être le quinquennat des reculs et des renoncements de Macron. Ça ne peut pas être le quinquennat des tarés d'extrême droite, mais ça ne peut pas non plus être le quinquennat des demi-mesures, ce qui a été quand même le fait d'une partie de la gauche. Eh bien non, nous, on sera intransigeants sur le climat, le vivant et la justice sociale. Et justement, une des premières mesures en fait, que tu vas absolument imposer quand tu arriveras... On a dit, la règle d'or climatique, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on va indexer aussi la fiscalité, moduler la fiscalité sur ça. On va faire un impôt sur la fortune climatique, on va renforcer les droits de succession et en intégrant le climat, on va faire le bonus-malus, y compris sur l'impôt sur les sociétés. Ouais. Celles qui vont dans le bon sens paieront un peu moins, celles qui continuent à polluer paieront un peu plus.
Donc c'est ça la règle d'or climatique, c'est d'aider tout ce qui participe de la résolution de la question climatique. Deuxième chose sur le vivant, c'est la sortie de l'élevage industriel, parce que c'est le respect de la vie en fait. Mais le respect de la vie des animaux, mais des paysans, de l'environnement, de notre santé, de notre alimentation, ça va jusque-là. Ouais. Et puis la troisième mesure, c'est le revenu citoyen pour éradiquer la grande pauvreté et permettre l'autonomie des 18 ans. Après tout cet engagement, justement, ce militantisme, cette entrée en politique, en fait, qu'est-ce qui continue de t'animer, en fait? Parce qu'il faut quand même... je pense pas que c'était prévu, le plan de carrière de Greenpeace, désobéissance civile, tout, Non. député Qu'est-ce qui européen. m'anime? Qu'est-ce qui qui fait m'anime vibrer Yannick Jadot, quoi? Qu'est-ce qui fait? Mais au fond, ce qui me remplit d'énergie, il y a les combats. Ça fait 30 ans que je mène les mêmes combats, en fait. Mais L'écologie justement, et la t'es pas solidarité. c'est pas... Mais non, parce que c'est ma vie, quoi. J'ai eu la chance, j'ai une chance extraordinaire. C'est que j'ai pu faire mes combats, j'en ai fait ma vie. C'est mon boulot depuis 30 ans, c'est de faire vivre mes combats. C'est un privilège absolu. C'est un privilège absolu. Oui. Donc, voilà, ça, c'est ma vie. Mais ce qui me fait continuer, c'est quand je vois un paysan qui, il y a 20 ans, faisait l'agriculture avec les pesticides, l'élevage industriel et les machins, qui a changé et qui aujourd'hui vit mieux, est tellement fier de ce qu'il fait en termes de protection de la nature, tellement fier de transmettre sa ferme. Quand je vois des associations qui travaillent dans les quartiers ou dans la culture ou dans le sport et qui prennent en charge nos gamins et qui leur donnent envie de réussir dans la vie, les machins, les trucs. C'est ça qu'en fait qui me fait tenir. Quand on a gagné contre la pêche électrique, c'était évidemment la protection des poissons, des ressources halieutiques, de l'environnement, mais c'est aussi ces pêcheurs qui étaient là avec nous au Parlement européen et qui défendaient un mode de vie, la pêche artisanale, qui défendait des territoires. Et tout ça me donne une énergie incroyable. On va regarder encore peut-être les dernières. Mais c'est super chouette ce que tu dis quand tu dis mes combats c'est ma vie. En fait, il y a tellement, enfin moi j'ai aussi ce prisme-là, mais il y a tellement de jeunes qui ont envie de retrouver du sens à leur travail et qui ont envie de se dire bon bah en fait demain je vais me lever, je vais aller travailler et je vais pas aller travailler pour une entreprise polluante et en fait je vais faire un travail qui me plaît, dans lequel je suis épanouie et qui me permet de vivre dignement. Et cette question de faire de sa passion aussi et de ses combats et de porter des valeurs et des causes au travail, c'est super important. Et je crois que ça c'est aussi possible en fait. Et c'est tout le sens c'est le sens de notre réforme de l'éducation, c'est le sens de notre investissement et dans les formations professionnelles, lycée pro, CFA et université, pour que chacun, et c'est ce qu'on dit pour l'entreprise, demain, un jeune, quand il rentre dans une entreprise, il ne laisse pas ses engagements à la porte de l'entreprise. Il a envie de participer à la vie de l'entreprise, des choix stratégiques, donc on met 50% de salariés dans les conseils d'administration. On impose l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, notamment sur les rémunérations et les conditions de travail. C'est d'avoir des entreprises qui sont responsables écologiquement et socialement. Et en plus, c'est de l'efficacité économique. C'est pas simplement, c'est pas un monde qui marche pas en fait. C'est justement le monde qui marche bien. C'est des entreprises où les gens sont heureux de travailler, donc c'est des entreprises qui marchent mieux que les autres en fait. Donc ce n'est pas un sacrifice économique, au contraire, c'est de l'innovation économique, sociale, démocratique, technologique. Et c'est ça. Et tout ça est à portée de main, à portée de vote en avril, non d'une pipe. C'était ça qu'il fallait dire pour conclure, pour encourager les gens. Peut-être une toute dernière chose, qu'est-ce que tu lis en ce moment qui peut justement donner encore plus d'espoir et d'envie pour les gens de se convertir à l'écologie politique, notamment celle que tu portes? Alors je lis pas mal, j'ai besoin de lire, y compris en période de campagne pour m'apaiser un peu. Alors je lis un polar qui n'est pas très très drôle, ça s'appelle Les Promis, c'est sur pendant les nazis, tout ça, c'est pas très marrant. Mais j'adore les bouquins où il y a des grands espaces. S'il y a, moi, le bouquin de ma vie, c'est Romain Gary, Les Racines du ciel. Ah oui. Pourquoi et ça raconte toute l'écologie. C'est un type qui sort des camps de concentration,
qui en a réchappé et qui va protéger les éléphants d'Afrique. Et pourquoi il protège les éléphants d'Afrique? Il ne protège pas les éléphants d'Afrique simplement par souci de la biodiversité, ce qui est déjà une cause en soi. Et il protège les éléphants parce que les éléphants, c'est les plus gros mammifères et qui sont presque anachroniques dans notre monde. Dans notre monde où il y a des humains partout, où il y a des cultures partout, tout ça. Protéger l'éléphant, en fait, c'est protéger la diversité et donc c'est un combat humaniste. Parce que les nazis, c'était la différence, l'anachronisme qu'ils voulaient supprimer. Et ben, en protégeant les éléphants, on protège la nature et on protège l'humanité. L'humanité. Eh ben, merci beaucoup. Hein. Bah, c'est un plutôt beau mot de la fin. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé alors de ce premier Twitch? Mais c'est très cool. Ouais. Donc C'est très cool. faudra revenir. Mais pour, avec oui, plaisir, Universe. avec plaisir. On va revenir et puis on peut remercier toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Il Ouais. faut remercier, tous les viewers en espérant qu'ils ont On n'a pas répondu à tout, mais on n'a fera pas mieux la pu prochaine parce fois. que voilà, faudra revenir. Donc là, en fait, on va faire un raid vers la chaîne Twitch de Magla. Oh. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch de s'abonner. Yannick Jadot et sur tous nos réseaux sociaux. C'est ça, et continuer Voilà. de suivre. Jadot2022.fr. Exactement. Eh ben, merci à vous. Merci beaucoup. Yannick. Merci à tout le monde. Merci. Merci.